Oui, je prenais le problème de Pluton en Capricorne, qui est un cas extrême. Ouais. Parce que moi, ça m'intrigue beaucoup, tout ça. Je sais pas, vous connaissez peut-être pas mes idées là-dessus, mais enfin, je suis très sceptique et très perplexe sur tout ça, de manière générale. Mhm. Donc, bon, est-ce que c'est le moment où la planète entre dans d'abord, premièrement, ce découpage en 12 signes, est-ce qu'il est pertinent? Est-ce que c'est pertinent de dire que Pluton était en Sagittaire et puis maintenant il est en Capricorne et après il sera en... Ou que, est-ce que pour vous, là, le zodiaque est une symbolique absolument essentielle de l'astrologie pour revenir à des choses plus fondamentales du savoir astrologique? Oui, oui. Parce que vous en parlez au niveau des nœuds, vous en parlez au niveau donc de l'entrée des planètes dans un signe. Ouais. Donc c'est une donnée absolument cruciale de l'astrologie. Oui, bon, la transition d'un signe à l'autre ne se fait pas à la seconde près. Non, quand même pas. Ouais. D'autre part... Il y a quand même 12 modalités bien particulières. Oui, tout à fait. On n'est pas dans la dualité, là, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus complexe que la dualité. Que les anciens avaient choisi en fonction, puisqu'on est sur Terre, en fonction des saisons à l'origine. Oui, mais il n'y a que 4 saisons, alors qu'il y a quand même 12 signes, de toute façon. C'est déjà beaucoup plus complexe. Le signe de début de saison, le signe cardinal, le signe fixe, qui fixe les choses, et le signe de transformation, le troisième. Et les anciens avaient très bien défini toutes ces énergies. C'est cela. Donc ça, vous êtes héritier de cette tradition. Je suis vraiment partisan de l'astrologie des signes et non pas de l'astrologie des constellations. Oui, quoique la symbolique est la même. Enfin, je veux dire, oui, tout à fait. D'accord, ça, je ne vais pas vous faire aller sur le sujet qui est tout à fait intéressant des décalages précessionnels. Mais donc vous disiez que donc si on simplifie ou qu'un caricature, donc on entre en Pluton Capricorne. Pluton Capricorne va toucher le domaine capricornien, il va affecter ce domaine-là de façon plutonienne, enfin je simplifie un petit peu, et puis ça va durer le temps que Pluton va passer dans ce signe. Tout à fait. Mais inversement, à côté, il y a d'autres choses qui vont se passer. Là encore, je dirais, c'est pas une condamnation, c'est-à-dire il ne va pas se passer que des phénomènes comme Haïti. C'est une proposition, si on fait du mot à mot, de Pluton, de remaniement, donc destruction et reconstruction des structures du Capricorne. Mais justement, est-ce que chaque fois, chaque signe apporte une dynamique pertinente, un contenu pertinent que Pluton va travailler? Il y a vraiment 12 domaines que l'humanité doit travailler tour à tour. Oui, tout à fait. Et pour chaque planète en plus. Oui, oui. Et ça fait beaucoup. Alors donc parce qu'il y a Pluton, mais donc finalement Pluton est un Capricorne, mais en même temps Uranus va entre-temps changer, il va passer en Taureau, je ne sais pas quoi, il va y avoir à un moment donné. Oui. Donc il y a tout un ensemble de processus qui vont s'entrecroiser en quelque sorte, indéfiniment. Oui. Et tout ça, ça rend la lecture quand même difficile et complexe de la situation. Parce que, bon, on est humain, donc on peut pas. C'est pas possible de faire la synthèse de tous ces mouvements en même temps. Vous pensez qu'il y a des esprits supérieurs qui pourraient comprendre exactement comment ça se passe en fait? Eh ben, s'il y en a, j'apprécierais de les connaître. Non, mais peut-être sur un autre plan, je sais pas. Ah bah oui, je pense qu'il y a des gens qui s'amusent avec ça, comme certains humains avec les jeux d'échecs. Je vous posais le problème un peu inverse, puisqu'on arrive à la fin de notre entretien. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont toujours gêné en astrologie, que vous avez eu tendance à laisser de côté, ou à abandonner, ou à négliger? Par exemple? Mais justement, j'en sais rien. Des choses qui vous paraissent un petit peu... ça perturbe plus qu'autre chose, ou c'est des trucs en trop? Est-ce que vous avez évacué des choses de l'astrologie au cours de votre carrière? Je ne sais pas depuis combien de temps vous faites de l'astrologie. Alors c'est peut-être l'occasion de le rappeler. Quel était votre itinéraire? Je pratique en professionnel depuis 12 ans, depuis qu'on s'est installé ici. Vous étiez avant dans la région parisienne? Oui, avant j'étais à Paris. Vous pratiquiez déjà l'astrologie à ce moment-là? Je l'étudiais, je la pratiquais, mais je n'en faisais pas mon métier. Oui, c'est ça. Donc vous êtes venu à la fois en Bretagne et à la fois vous êtes venu à travailler l'astrologie sur le plan professionnel. On a fait tous les chamboulements en même temps. Et ça correspondait à une explication astrologique, sans vouloir entrer là, pour illustrer un petit peu votre discours. En gros, je venais de passer les 42 ans. Ah ben oui. Donc ça correspond. Puis sur le nœud nord traversait ma maison 8 surtout. Et puis au-delà de ça, je veux dire, ma femme et moi, on n'avait pas besoin d'astrologie pour savoir qu'on avait envie de vivre en
Bretagne. Ah oui, c'est la même chose, c'est toujours en parallèle en fait. En parallèle, on peut faire de l'astrologie sans le savoir. C'est vrai que je ne pense pas que les gens doivent non plus vivre au jour le jour en fonction des planètes qui font tel ou tel mouvement. Oui, ça c'est bon de le rappeler quand même, oui. Je veux dire, il faut qu'ils vivent leur vie normalement. En sachant quand même que quelque part, si on regardait de près, on trouverait des explications. On peut toujours trouver des explications après coup. Je ne fais pas dire. Moi, il y a longtemps que je rêve de dire aux gens, n'oubliez pas en janvier 2011 d'acheter mon best-seller, mes prévisions pour 2010. Oui, ça c'est commode. Après coup, on peut toujours expliquer. Oui, d'ailleurs, c'est un plutôt une tendance que, même au niveau karmique, les gens veulent comprendre pourquoi ça leur est arrivé. Oui. Ce qui n'aurait pas arrivé, c'est pas vécu de manière aussi dramatique, quelque part, que ce qui leur est déjà arrivé. Oui. Puisqu'ils ne savent pas ce que ça peut être, donc ils sont même très polarisés par la compréhension de ce qui leur arrive maintenant ou de ce qui leur est arrivé. Oui. Mais le futur est quand même abstrait, hein, il est très abstrait. Et en plus, il est très collectif, parce qu'autant le passé est vécu après coup de manière très individuelle, autant le futur, c'est d'abord des généralités, c'est d'abord un ensemble qui est partagé par tout le monde d'ailleurs. C'est vrai que là, on est pris dans un mouvement planétaire de chamboulement qui peut être passionnant s'il est bien vécu, encore une fois. Donc, vous faites partie de la mouvance karmique, c'est ça, vous êtes en train de dire, ou comment est-ce qu'on peut vous définir On ne peut pas me définir parce que je ne suis pas spécialement karmique, je ne suis pas spécialement machin. Pas humaniste non plus spécialement. Comme j'ai pas eu de maître spécifique, j'ai étudié tout seul, ce qui m'a permis de voir, je dirais, beaucoup d'auteurs. Est-ce que vous utilisez, je ne sais pas, j'ai pas fait attention à votre site, est-ce que vous utilisez d'autres moyens que l'astrologie pour résoudre certaines questions? Oui, il m'arrive de me servir du tarot. Oui, en fait, je veux dire, je crois que c'est tout à fait normal. En fait, je veux dire, il faut d'ailleurs, je crois que beaucoup d'astrologues le font aujourd'hui, parce que c'est un complément. Alors, comment est-ce que ça... Il y a l'occasion de faire un petit couplet sur le tarot. Alors, comment est-ce que ça... D'abord, c'est aussi une série de symboles très forts, comme le zodiaque. Oui, tout à fait. Aussi, ils utilisent aussi... Enfin, le tarot, à quel moment il est bon de passer au tarot peut-être pour répondre, c'est peut-être parfois plus simple, je ne sais pas. Je dirais que quand en astrologie on définit des modalités de réponse à un problème, le tarot permet de répondre de façon spécifique, je dirais de façon beaucoup plus catégorique. Je prends une question bête, est-ce que je dois quitter mon travail maintenant? Oui. Bon. Et là, c'est vraiment c'est très performant de faire du tarot, là, pour cette question-là. C'est pratique, en tout cas. Qu'est-ce que vous pensez de l'astrologie horaire? Ça vous tente pas, spécialement? C'est passionnant, mais je veux dire, il faut pouvoir y consacrer sa vie. Mais alors, le tarot, il fonctionne, à votre avis, comment? Parce qu'autant les planètes, bon, on va passer à des choses simples, mais les planètes, on voit à peu près que c'est des planètes, mais le tarot, comment est-ce que c'est médiumnique, c'est quoi exactement? Comment est-ce qu'on peut interroger le tarot et il nous parle de qui, de quoi? Est-ce qu'il nous met en contact avec des plans subconscients, avec des guides? Je pense qu'au choix, il nous met en contact avec notre inconscient, qui, je pense, sait beaucoup plus de choses que nous. Ou alors, il nous met en contact avec, je ne sais pas, ce qu'on peut appeler le supraconscient, les plans d'intuition, etc. Que ce soit l'un ou l'autre, je considère le tarot comme une sorte de téléphone entre la personne et les zones de son être ou des gens qui savent à peu près ce qu'il faut faire. Mais là encore, je ne demande pas au tarot. Ce que je demande au tarot, c'est qu'est-ce qui va se passer si vous faites ça? Oui, les conséquences, en fait. D'accord? Mais ça n'enferme pas la personne dans un avenir. Parce qu'éventuellement, si elle fait autre chose, ça ne se passera pas. Voilà. Parce que là, on touche un problème, parce que moi, j'ai certains voyants qui m'ont parlé comme ça, et qui m'ont dit carrément qu'effectivement, la voyance ou le tarot, enfin, nous parlait de ce qui se passait si on continue dans la direction qu'on a choisie. Oui. Et si on continue, c'est comme s'il y avait une sorte de projection mathématique de ce qui se passerait si on continue comme ça, mais que si on change d'attitude, les choses pourraient évoluer autrement. C'est un peu ça. Ça sert à prévenir des problèmes. Encore une fois, on n'est pas là pour
enfermer les gens dans un avenir fixe. Donc c'est un avenir à géométrie variable. C'est-à-dire que par exemple, si le tirage ne donne pas des résultats très heureux et très encourageants, on va dire à personne, bah, faites plutôt autre chose. On va retirer le tarot avec cette nouvelle idée. On va prendre notre question de tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce que je dois quitter mon travail maintenant? Si la réponse c'est la maison Dieu, je vais dire, oula, c'est pas le moment. D'accord? Oui. Si la réponse c'est le monde, je vais dire, bon... Bah, donc vous classé les cartes un peu en deux catégories, celles qui sont favorables et celles qui ne le sont pas tant que ça. Non, parce que la plupart... C'est un peu comme les bons et les mauvais aspects, à la limite. Bon, dans le tarot, il y a beaucoup de cartes qu'on appelle neutres, c'est-à-dire qui dépendent oui, c'est ça, oui. Donc on peut moyenner la réponse. Je fais des tarots avec 4 cartes principalement. Oui. Et dans le cas de cette maison Dieu, s'il quitte son travail, toutes les autres cartes peuvent être bonnes. Auquel cas, je lui dis, l'idée est bonne, il faut la conserver, mais il ne faut pas le faire maintenant. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand il y a un élément négatif, dans un ensemble positif, ça veut dire que c'est... Ou alors c'est trop tard ou trop tôt. Oui, ou alors c'est juste le moment si le tarot lui dit l'étoile en réponse. D'accord. Si la réponse c'est l'ermite, c'est-à-dire Saturne, ça veut clairement dire oui, mais pas tout de suite. Alors, pour revenir à la consultation, comment vous avez une stratégie certainement de communication? On commence par quoi en consultation pour mettre la personne en phase, en situation, à l'aise? Enfin, on commence à lui parler de quoi? Moi, je vous parle de ça parce que moi, je ne donne pas de consultation, donc je suis très... Comment, qu'est-ce que vous conseillez comme entrée en matière, on peut dire, si on peut dire? Comme entrée en matière, en général, je pars du soleil et de la lune, et donc du père et de la mère. Et en général, par le jeu des maîtrises et des aspects, etc., au bout de quelques minutes, tout s'enclenche et on arrive à faire le thème en entier. Des ramifications qui... Mais effectivement, la prise de contact se fait comme ça. Et la personne, elle intervient comment, la personne? Elle vous suit. Donc au début, évidemment, vous ne pouvez pas appréhender la totalité de ce qu'elle est dès le départ. Donc vous commencez par... Il y a un fil d'Ariane, en fait, des choses que vous sortez. Oui, déjà, je dis clairement aux gens que je ne suis pas voyant. Oui. Donc avant la consultation, je leur demande, par exemple, est-ce qu'ils ont encore leurs parents? Oui, ce n'est pas des choses que vous allez deviner. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font comme métier? Oui. Ah oui, carrément, oui, d'accord. Oui, ou quelque chose d'approchant. Enfin, pour situer le thème au bon niveau. Ben, il est certain que les thèmes ne s'intègrent pas du tout de la même manière. Surtout, vous ne voyez pas les gens en plus. Oui, c'est ça. Selon le milieu social, l'éducation, etc., le thème ne va pas raconter la même chose. Oui. Je vois des secrétaires qui ont des thèmes de PDG, mais on ne leur a pas donné la capacité de le devenir. Ça me rappelle l'autre jour, en 2007, les débats entre Asrock sur les élections présidentielles. Oui. Et il y avait un de mes amis, Didier Gessler, qui disait, de toute façon, si c'est un petit candidat, je vais pas, même s'il a un thème extraordinaire, je ne vais pas lui annoncer qu'il va gagner les élections. Oui. C'est-à-dire qu'il faut resituer les gens à leur niveau. Ce qui montre bien qu'il appelle ça le bon sens, enfin la multifactorialité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'astrologue est quand même obligé de prendre des garde-fous en disant, voilà, bon, sachant ce qu'on sait de la personne, d'où elle vient, et son milieu, bon, on ne va pas aller au-delà de ça quand même, on va... Le milieu et l'éducation sont extrêmement importants. D'ailleurs, on ne dit pas les mêmes choses selon la personne. Selon l'âge, selon le sexe éventuellement. Voilà. Ne serait-ce que le vocabulaire employé n'est pas le même. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai discuté avec une dame de Toulouse qui s'appelle Pilar Lebrun-Grandier, qui dirige le RH de la région. Alors, elle m'avait frappé parce qu'elle me disait qu'effectivement, le thème astral devait être interprété au regard, justement, de tout un ensemble de données qu'on pouvait récolter sur la personne, et qui n'étaient pas des données qu'on avait à apporter au niveau astrologique. Oui, mais c'est plutôt des données qu'on apporte à l'astrologie. Bien que vous ayez dit qu'il y a des éléments qui peuvent expliquer certaines configurations générales, mais malgré tout, c'est plus raisonnable, si je vous comprends bien, de tout simplement de partir d'un certain nombre de choses qui sont là et qui sont connues. C'est d'ailleurs pour ça que je commence par Soleil, Lune et souvent Saturne, qui montre un peu la forme d'éducation qu'on a reçue. Ce qui permet aux gens, parce que
c'est des consultations sous forme de dialogue aussi. Ah oui. Souvent de me dire, bah oui, vous avez raison, éducation frustrante ou contraignante, tout ce que vous voulez. J'ai passé 10 ans chez les jésuites, donc... oui. Oui. Donc c'est un dialogue. La personne confirme ce que je suis en train de lui raconter aussi. Mais finalement, comme vous avez dit, vous êtes quelqu'un de très indépendant quelque part par rapport au milieu astrologique. Enfin, je veux dire que vous ne dépendez d'aucune école, d'aucune mouvance. Vous ne toléreriez pas qu'on vous dise comment il faut travailler et quel système utiliser. Ce serait difficile. Par contre, c'est vrai que je me suis retiré dans ma tour d'ivoire. C'est le cas de le dire. Mais c'est vrai que le contact avec d'autres astrologues me manque. Oui. C'est vrai que dans cette belle Bretagne, je ne trouve pas beaucoup. Il y en a quand même quelques-uns, si vous voulez, il faut quand même être sérieux aussi. Il y a quand même pas mal de gens intéressants. Hein. Vous les connaissez peut-être pas, mais il y a des gens intéressants. Il y a Jugon-les... Enfin bon... il y a les gens de Quimper, il y a les gens de Vannes, il y a les gens de Jugon-les-Lacs, de Saint-Malo, de Rennes, de Combourg, moi j'ai organisé plusieurs colloques, des gens de Lorient, de Guidel, enfin, etc. Vous jouez office de médiateur, de rassembleur. Oui, d'ailleurs souvent je débarque par exemple là je vais à Quimper, il y a plusieurs personnes qui ne se connaissaient pas sur Quimper. De même que la dame là que je voulais vous faire rencontrer, Danielle Rieux, elle est à Lannion, c'est une astrologue assez chevronnée aussi. Voilà, donc il y a des choses comme ça. Non, je pense que c'est une... Justement, c'est pas forcément connu, mais puis en fait c'est vrai qu'il y a beaucoup de voyants qui se mélangent dans les pages jaunes, on ne sait pas très bien qui fait quoi. Effectivement, c'est vrai que vous n'avez pas grand-chose à dire à un voyant, quelque part. C'est pas un genre de... ça dépend si c'est... Vous allez parler de votre... Est-ce que, par exemple, si vous posez des questions, moi je vais un peu plaisanter, mais je veux dire, avec un voyant, c'est du genre, à quel moment, à quelle époque, à quel âge vous avez pris conscience de votre don, etc. Est-ce que c'est une question qui fait sens pour vous, que vous ayez pris conscience à un moment donné que vous pouviez faire quelque chose dans cette direction et aider les gens à se comprendre et à comprendre ce qui leur arrivait ou ce qui pourrait leur arriver? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de votre enfance, je dirais, enfin je ne sais pas. Pas du tout, j'ai une éducation très très cartésienne et donc au début j'ai fait de l'astrologie un peu par jeu. À l'origine je voulais savoir si j'allais avoir mon bac. Ah oui, donc ça remonte quand même à quand vous avez 16-17 ans. Donc le temps que j'apprenne un petit peu l'astrologie, j'avais eu mon bac depuis longtemps, mais du coup j'avais commencé à apprendre. Ça vous avez mis le pied à l'étrier. Et surtout ce qui m'avait profondément étonné vu mon éducation, c'est que ça marchait. Autrement dit... Ou du moins vous saviez le faire marcher, parce que finalement c'était toujours vous qui faisiez actionner le processus. Vous aviez un bon rapport avec l'astrologie et quelque part pour vous, c'était un bon cheval. Enfin je veux dire que c'était un outil qui marchait avec vous. J'avoue qu'au début ça m'a surpris et puis je me suis dit finalement ça vaut peut-être la peine d'approfondir. Mais justement, vous avez employé une expression un peu magique, enfin magique entre guillemets, ça marche. Est-ce que c'est une expression qui est... Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que l'astrologie ça marche? C'est très pragmatique, ça veut dire que finalement quand on lit un ciel astrologique, on voit que, je dirais, on ne tombe pas à côté de la plaque quand on raconte ça aux gens. D'autant plus que justement, moi je ne les vois pas. Oui, mais le problème c'est que vous donnez beaucoup d'importance aux gens. Parce que c'est eux qui vont dire que ce que vous faites marche ou ne marche pas. Oui, effectivement. Ils sont juges de la valeur de votre travail. Tout à fait. Et alors, est-ce qu'ils sont juges au regard de la vérité que vous leur apportez? Est-ce qu'ils sont juges parce que ce que vous leur dites les séduit? Je veux dire, les gens peuvent être motivés quand par exemple les gens vont voir un film, ils peuvent dire que ce film est génial, ça ne veut pas dire que c'était leur film. Oui. Donc ils peuvent adhérer à quelque chose pour des raisons d'esthétique, pour des raisons de sympathie. Par exemple, vous pouvez vraiment avoir imaginons par exemple que vous ayez une sorte de séduction naturelle, et que ce que vous dites, vous avez une façon très convaincante de le dire, ça pourrait éventuellement jouer dans votre faveur. C'est possible. C'est comme un cuisinier qui ferait des plats absolument nouveaux. Les gens ne vont pas dire j'adore ce plat parce que c'était le plat dont j'ai toujours rêvé ou c'est le plat qui est en résonance avec moi. Ils vont dire j'aime ce plat, ou un coiffeur qui propose une nouvelle coupe de cheveux ou un couturier qui propose une nouvelle robe. C'est de l'ordre de la séduction, de l'ordre de la proposition, de l'ordre de quelque chose qu'on ajoute à la personne
c'est pas forcément quelque chose qu'elle avait en elle-même. Mais bon, c'est aussi difficile de séduire par téléphone. D'accord. Et puis surtout, il m'arrive de dire des choses pas toujours très gentilles. Mais ça peut quand même les séduire, entre guillemets, au niveau de ça fait sens pour eux. Ça leur plaît d'entendre ça, ça leur convient d'entendre ça. Mais ça peut leur convenir pas forcément parce que c'est vrai. Et ça peut leur convenir parce que quelque part, ils veulent entendre quelque chose. Ils veulent qu'on leur propose une lecture d'eux-mêmes, une lecture de ce qu'ils ont, quelle que soit cette lecture à la limite. Il faut que ce soit une lecture qui donne du sens, un sens à leur vie. C'est possible. Mais je dirais la manière dont je travaille fait que je ne pourrais pas leur dire n'importe quoi. Non, mais moi si je travaillais comme cela, je me dirais... j'ai employé l'autre jour une expression de l'avoir à être. C'est pas de l'être, mais de l'avoir à être. C'est des propositions. C'est comme si on disait un acte. Tout d'ailleurs, dans le train, je lisais une interview de Jean Dujardin qui parlait de différents rôles qu'on lui a donnés. Il disait bah, chaque rôle, ça me plaît. Et bon, ben, c'est une autre aventure, c'est une façon d'être. Pourquoi pas celle-là? Et donc, c'est une façon de se renouveler. De la même façon que j'ai développé il n'y a pas longtemps une discussion sur la question de savoir si, quelque part, il n'était pas inintéressant que les gens soient confrontés à quelque chose qui leur est proposé et que soit elles l'intègrent, soit elles le rejettent. C'est une façon de... À la limite, si vous pourriez vous amuser par exemple, à dire des choses absolument incroyables et énormes pour voir si ça passe ou si ça passe pas. Pour vérifier que la personne n'est pas complètement dans le domaine de la suggestion et qu'elle est capable de réagir. C'est comme un médecin qui je donne toujours les vins, qui vous tape sur le genou pour voir si vous avez du réflexe. C'est-à-dire est-ce que les gens peuvent réagir à une intrusion et une agression quelque part? Parce que l'astrologie, quelque part, l'astrologue, il est dans une forme d'intrusion que la personne va laisser faire ou qu'elle va au contraire vouloir arrêter ou vouloir rejeter. Est-ce qu'il y a de cette dimension de l'ordre de je provoque quelque chose, je stimule quelque chose? L'autre jour, je discutais avec Patricia Martin, qui est une astrologue d'Angers, qu'on a mis en ligne d'ailleurs cette semaine, et on disait, bon, finalement, les gens peuvent... ce qui est important, c'est de les faire réagir, de les faire bouger, comme vous dites vous-même, face à une intrusion, face à quelque chose qui est proposé, d'être obligé de se poser la question de savoir est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est vrai pour moi, est-ce que je me retrouve là-dedans, ou alors est-ce que finalement, bon, est-ce que je fais jouer est-ce que le rejet est-il finalement le rejet, c'est pas forcément une mauvaise chose, le rejet. Quand quelqu'un vous propose quelque chose qui vous plaît pas, vous avez le droit de rejeter. Mais dans la logique de l'inconsultation, vous n'êtes pas tellement favorable au rejet de toute façon. Vous ne jouez pas là-dessus, vous ne jouez pas sur le fait que les gens vous n'allez pas dire des choses exprès pour voir comment les gens réagissent en rejetant ce que vous dites. Peut-être pas exprès, mais il arrive que... Vous pouvez tester un petit peu, oui, il arrive que les gens disent sur ma dernière phrase, non, c'est pas ça du tout. Ouais. Mais ça c'est sain quelque part, que les gens puissent ne pas adhérer, ou alors il y a une autre façon qui existe, c'est que les gens comprennent autre chose que vous leur avez dit. C'est-à-dire qu'ils vont réinterpréter votre propos, ça c'est classique aussi, c'est-à-dire que le client réinterprète pour que ça corresponde à ce qu'il dit, et ça peut être très loin de ce que l'astrologue a voulu dire à la limite. Oui, mais c'est pour ça que j'ajuste, je dirais, soigneusement mon vocabulaire et mon discours à chaque personne. Oui. Et par la suite, par recoupement, je peux voir si effectivement il a compris ce que je voulais dire ou s'il a compris autre chose. Il y a effectivement des gens qui ont une idée fixe au début, qui veulent qu'on parle de ça et qu'on dise ça. Oui. Bon, cela ça dure pas longtemps. Enfin. Ou alors j'arrive à les sortir de cette idée fixe. Oui. Mais effectivement, récemment, on a développé cette idée qu'au fond, ce qui était important, c'est de dire des choses, et que c'était une expérience, c'était un événement. On pourrait presque dire que la constellation elle-même est une épreuve. C'est une épreuve pour la personne qu'elle traverse plus ou moins bien. Oui, tout à fait. Elle a ses propres épreuves, mais elle a aussi les épreuves qu'elle va chercher
en rencontrant le voyant, l'astrologue, pour voir comment je vais vivre avec ce qu'il va me dire, comment je vais réagir à ce qu'il va me dire. Comme vous dites vous-même, comment je vais le porter, parce que parfois c'est lourd à porter, que ce soit bon ou mauvais d'ailleurs. Parce que comment vivre avec la connaissance plus ou moins claire de l'avenir, c'est peut-être pas si évident que ça. On n'est peut-être pas habitué à ça. L'avenir, je vous ai dit ce que j'en pensais, c'est-à-dire je leur en dis pas. Oui, c'est ça, vous faites attention. Faites attention. Mais malgré tout... Et puis, sinon, je leur apprends pas des choses complètement horribles sur eux. Mais le bonheur n'est pas forcément facile à porter non plus. La plupart du temps, ils disent à la fin, tout ça, je le sentais, ou je le savais même. Il y en a, j'en ai beaucoup qui sortent de plusieurs années de psychanalyse. Oui. Donc finalement, c'est cela qui est important, c'est le ressenti à la fin de la consultation. Et qu'est-ce qui fait que la personne, à votre avis, est contente et satisfaite de cet entretien? Est-ce que c'est parce qu'on a touché des points importants de son psychisme? Est-ce que c'est parce qu'on lui a proposé quelque chose qui fasse sens, qui soit cohérent? Par exemple, c'est comme si vous fassiez un portrait de quelqu'un. Vous êtes un peu un portraitiste par certains côtés. C'est surtout parce que la personne redevient en accord avec elle-même. Elle n'est plus en train de se battre avec elle-même en se disant... Est-ce qu'elle ne peut pas dire qu'elle adhère à l'image que vous lui proposez d'elle-même? Elle retrouve une image, en général, qu'on lui avait enlevée très, très jeune. Il y a là deux positions. Parce que la plupart des gens vivent en fonction, je dirais, de leur éducation et des schémas des générations. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, M. Gattin, malgré tout, que la personne est satisfaite qu'on lui propose une autre image, une autre représentation d'elle-même que celle qu'on lui avait proposée avant? C'est une autre dimension d'elle-même que je lui propose. Oui, mais ça peut être en soi très satisfaisant pour la personne, même si ça n'est pas, entre guillemets, vrai. Ça peut être vraisemblable, c'est-à-dire ça peut être quelque chose qu'elle peut accepter, qu'elle peut gérer. C'est comme un acteur qui lit un scénario, il dit bon, je peux jouer ce rôle-là, c'est pas impossible. Non, mais j'ai souvent réfléchi à ça, et c'est pour ça qu'il faut une profonde honnêteté de la part de l'astrologue. Pour éviter quoi? Pour éviter de, je dirais, tomber dans l'influence. Puisque c'est si grave que ça, finalement, c'est la question qu'on peut se poser. Dans beaucoup de domaines, les goûts des gens, les voitures, par exemple, quand on achète une voiture, votre voiture, là, elle n'a pas été fabriquée que pour vous. Donc, et puis, c'était pas la voiture de M. Gattin qui devait avoir une fois pour toutes. C'est quelque chose que vous avez trouvé qui convenait, qui convenait à votre parcours, à votre style. Bien qu'en sachant d'ailleurs que vous n'étiez pas la seule personne à acheter cette voiture non plus. Il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on prend, qu'on adopte, qu'on va voir, qu'on va écouter, et dont on sait très bien que... Alors justement, c'est là qu'on touche un problème intéressant. On sait très bien qu'il n'y a pas que nous. Il n'y a pas que nous qui allons voir ce film ou acheter cette voiture. Et donc, par conséquent, c'est cette dialectique entre le pas que nous, pas que moi, et puis moi. Finalement... qu'est-ce qui prouve que le client, par exemple, j'ai posé un jour un scénario absolument hallucinant, je disais, est-ce que le astrologue ne pourrait pas tenir le même discours? Imaginez, je fais un peu l'avocat du diable, un astrologue qui aurait trouvé un discours très très élaboré, et qui serait très, très, très pertinent, très judicieux, très ingénieux, et il le ressortirait à tous ses clients. Et tous ses clients, c'est ce qu'avait fait d'ailleurs Michel Gauquelin dans une enquête comme ça, il avait fait un tirage par ordinateur de... Je crois que c'était d'ailleurs Petiot, je ne sais pas qui, ou Landru. Et puis après, il avait mis une annonce dans les journaux. Je donne des horoscopes gratuits. Il a envoyé à tout le monde le même texte. Et les gens lui disaient, mais oui, vous l'avez parfaitement bien défini. Donc il y a des discours qui sont parfaitement bien conçus et qui sont... C'est comme par exemple quelqu'un qui a établi un plat très très réussi, ou qui a une coupe de cheveux très très réussie, qui va plaire à toute sa clientèle, ou qui a élaboré un vêtement qui plaît à beaucoup de monde. C'est ça le problème, c'est qu'en fin de compte, on a l'impression que l'astrologue fait partie de ce monde de gens qui sont capables de proposer des choses pour que les gens les adoptent, et en même temps, il n'assume pas l'idée que ce qu'il propose puisse valoir pour plusieurs personnes. On est dans ce que vous voulez, c'est comme si Dior disait, voilà, cette robe, elle est faite que pour vous. Alors qu'en réalité, elle n'est pas faite que pour vous.
Il y a d'autres personnes qui vont là. Non, parce qu'il y a des schémas qui sont communs à beaucoup de gens. Oui, voilà. Donc, quelque part, par exemple, est-ce qu'on pourrait... Ça m'arrive d'avoir une personne qui, par la suite, m'envoie des amis ou des gens de sa famille, etc. Et quelquefois, par la suite, elle me dit, mais celui-là et celui-là, tu lui as dit des choses très similaires à moi. Ah d'accord. Justement, je voulais vous poser... Parce qu'elles obéissent, enfin pas le thème tout entier, mais une partie du thème. Ce qui serait intéressant, par exemple, ce serait d'étudier, par exemple, sans consultation de Bernard Gatin. Ouais. Moi, j'aimerais bien faire ça, ça me donne une idée. Je prends 100 consultations de Bernard Gatin et je regarde les éléments qui reviennent dans les 100 consultations. Ah, il y a des éléments récurrents. Qui sont comme un compositeur, des thèmes, des thématiques, des problématiques qui reviendraient et qui seraient des thématiques qui se seraient inscrites. Moi, par exemple, qui suis compositeur, ben, il y a aussi des trucs, des tics, des modes de fonctionnement qui reviennent et qui marchent bien. Ça, on se dit ça plaît. Quand on dit ça, je prends un point un peu cynique, mais ça, tiens, dire ça plaît pas mal, ça passe pas mal. C'est vrai qu'il y a des choses comme ça, qui sont d'ailleurs bien pratiques. D'ailleurs, à mon avis, vous n'avez jamais donné de cours d'astrologie. Non, mais ça, il faudra bien que je le fasse un jour. Parce que là, c'est intéressant de voir comment on prépare des astrologues à la profession d'astrologue en leur donnant ce que j'appelle les ficelles du métier, en leur disant, et ça se fait jamais. Parce que souvent, on traite souvent les futurs astrologues comme des clients. Mais on ne les traite pas comme des professionnels qui vont devoir gérer des problèmes et à qui on doit donner quelques trucs, quelques tuyaux pour que ça marche bien. Effectivement, s'il y a des... Non, mais là, on ironise un petit peu, mais je trouve qu'il faut avoir un peu d'humour quand on fait de l'astrologie. Non, bah oui, complètement. Sinon, c'est pas possible. Mais c'est vrai qu'il faut... Quand on veut... Moi, j'ai donné beaucoup de formations. J'ai formé beaucoup d'astrologues. Je suis pas astrologue, je forme beaucoup d'astrologues. Et j'utilisais beaucoup l'humour. Parce que je leur disais, oh, ne vous fatiguez pas trop à croire qu'il faut avoir maîtrisé totalement l'astrologie pour faire de la consultation. De toute façon... le client fait un travail, collabore avec vous, 2, il y a d'autres facteurs, et puis 3, effectivement, il y a peut-être un style de communication, une façon de parler qui, si vous avez mis au point une façon de parler qui passe bien, c'est déjà beaucoup. Il y a une philosophie de la vie qui peut être séduisante. On revient sur ce mot de séduisant. On est toujours dans la séduction quand on communique avec les gens dans tous les domaines, même en politique, on est dans la séduction. Ça ne correspond pas forcément à la vérité. Et moi, c'est ce côté d'ailleurs un peu scientifique, voyez-vous, de la vérité, que l'astrologie parle de la vérité. Peut-être que les gens qui font de l'astrologie ont besoin de penser que c'est de l'ordre de la vérité, que ils ne se situent pas dans le domaine de l'artistique quelque part. C'est la fameuse opposition entre science et art qu'on entendait déjà il y a 50 ans. Non, s'il y a une vérité, encore une fois, c'est pas une vérité fixe et définitive. À la fin d'une consultation, je n'ai pas enfermé les gens dans une personnalité fixe ou une image de même fixe. Oui, mais ils ne s'imaginent quand même pas. En général, je les laisse avec, je dirais, beaucoup de travail à faire sur eux-mêmes. Mais je crois que dans la perception qu'ils ont de vous, c'est la différence avec le voyant. Quand on va voir un voyant, on dit c'est ce monsieur-là qui m'a dit ça. En astrologue, on dit non, c'est monsieur-là, il a fait son travail d'astrologue. Ils n'ont pas envie de vous considérer comme étant quelqu'un qui aurait apporté sa patte au travail que vous avez fait. Il y a une dépersonnalisation, peut-être, mais par rapport au voyant, il y a une dépersonnalisation que l'astrologue, le transfert qu'on va vers l'astrologue, c'est justement parce que l'astrologue n'est pas censé apporter sa dimension personnelle. C'est supposé être comme ça. Ça ne marcherait. Il faut qu'il respecte ce transfert, dire voilà, j'ai fait mes calculs, j'ai un savoir, je vous le communique, et ça correspond à une vérité. Alors que quand on va voir un voyant, on dit ce monsieur-là, il est quand même très doué, il m'a dit des choses extraordinaires. Ils ne mettent pas ça sur le compte de la voyance, ils mettent ça sur le compte. Alors que dans le cas de l'astrologie, vous représentez en quelque sorte pour cette personne l'astrologie. Et il a envie que ce soit comme ça. Et moi je dirais qu'il y a une sorte de breaching qu'il faudrait faire, c'est-à-dire qu'à un moment au début de la consultation, il doit y avoir comme ça, et puis progressivement, il faudrait que la personne accepte que ce soit vous qui parlez, non pas l'astrologie. Et moi c'est comme ça que je verrais un peu une sorte d'évolution du traitement. C'est-à-dire que petit à petit, vos clients, vous devriez leur dire, mais écoutez, en réalité quand même, vous savez, j'y ai mis du mien dans ce que je vous ai dit, c'est moi qui vous ai parlé,
c'est pas comme ça. Arrêtez de dire c'est l'astrologie. Et peut-être que ça leur ferait du bien, parce que finalement, c'est quand même pas très sain, ça, de ne pas accepter que vous soyez, vous, Bernard Gatin, en train de leur parler de ce que vous ressentez, de ce que vous avez à leur proposer. Non, mais ça devient vite comme ça. Je veux dire, c'est vraiment un dialogue qui se personnalise de plus en plus. Ah, très bien. Mais au point que la personne... Au bout d'une demi-heure ou une heure, je ne suis plus l'astrologue, je suis... Ah, écoutez, alors là... En général, dès la deuxième consultation, les gens m'appellent... Mais ça vient d'eux. Non, mais ils vous appellent Bernard, mais comment ils perçoivent ce que vous leur dites? Bernard, Non, mais d'accord. Mais Bernard comme étant celui qui instrumentalise ou instrumente l'astrologie, si vous voulez. Mais c'est pas forcément Bernard qui dit des choses qui sont des choses de Bernard. Oui, mais ils savent aussi très bien que quelquefois je leur dis, là, j'ai pas besoin d'astrologie ou de tarot, on va prendre le simple bon sens. Vous embêtez pas avec les étoiles, faites comme ça. Très bien. Oui, non, mais effectivement, c'est une bonne chose pour cette demande parce qu'effectivement, c'est vrai que il ne faut pas que les gens deviennent dépendants d'un nouveau système extérieur, ou alors sinon je fais une secte. C'est-à-dire que le problème, c'est que ce sont des gens qui ne pourraient pas entendre quelque chose si ça ne passait pas par un certain truchement. Ouais. Hein, c'est-à-dire par exemple comme les enfants autistes ou des maladies mentales, où la personne, si on passe par le chemin traditionnel et classique, elle va rejeter. Si on prend des formes de poupées, de marionnettes, de déguisements, etc., ça passe. Donc parfois la personne ne peut plus supporter un mode normal de communication. Mais elle va supporter. Mais quelque part, il faut quand même lui faire passer ce message à condition de l'envelopper, de le présenter sous des formes inhabituelles, qui vont donc ne pas rencontrer les défenses qu'elle aurait par rapport à des formes normales et ordinaires. Et je me demande s'il ne faut pas aussi que les astrologues soient conscients de ce qu'on attend d'eux au départ, une espèce d'étrangeté. C'est cette étrangeté qui va permettre de se mettre à l'écoute de l'astrologue. Parce qu'il vient d'une autre planète, il voit les choses autrement, il raisonne autrement, et donc il ne va pas avoir les mêmes stigmates et les mêmes défauts que les gens que j'ai connus jusqu'à présent, etc. Quitte ensuite, effectivement, comme vous dites, à redescendre et à dire, bon, écoutez, la vie, c'est pas fait avec des êtres comme ça, un petit peu étranges. Je suis quelqu'un, voilà, je vous ai proposé des choses, je vous ai senti comme ça vous a plu, c'était pas forcément la vérité, parce que finalement, il y a aussi des gens qui disent « Moi, on m'a mal conseillé, mes parents m'ont mal conseillé parce qu'ils ne me connaissaient pas. » Donc, ils veulent quelqu'un qui sache de quoi il parle. Mais à un moment donné, de toute façon, on est toujours... je ne sais pas si c'est vous qui parlez de rapport à l'autorité, on est toujours obligé d'accepter les conseils de quelqu'un. Oui, tout à fait. Et ces conseils, comme on dit, les conseillers ne sont pas les payeurs. Ces conseils, c'est une orientation qui est proposée, qui n'a pas de validité absolue pour autant, mais il faut bien accepter les conseils de quelqu'un, les conseils d'un ami, les conseils de quelqu'un de bien intentionné, de bien disposé. J'essaye de les pousser à accepter les conseils qui viennent d'eux-mêmes. Ah, bien sûr. Mais parfois les gens sont fâchés avec l'idée d'avoir reçu des influences extérieures, et c'est ça qui va les perturber, et ils essaient de trouver un moyen de communiquer avec quelqu'un qui ne serait pas porteur des mêmes stigmates, c'est-à-dire qui pourrait parler d'un autre point de vue, sur un autre plan. Donc il y a deux cas extrêmes. Soit vous dites, mais moi je vous parle sur un plan complètement transcendantal, où on voit les choses beaucoup plus clairement que autour de votre entourage. Ou alors vous jouez vraiment la carte de, bon finalement, voilà, je suis en face de vous, puis je vous aide, et puis je vous donne des conseils, puis je vous dis ma façon de voir. Oui, c'est plutôt comme ça que je fais, c'est-à-dire c'est très pragmatique. Est-ce que vous accepteriez un jour qu'on enregistre une consultation que vous donnez par téléphone avec quelqu'un qui serait d'accord ou pas, pour que les gens voient comment ça se passe réellement? Parce que souvent on parle, mais on ne voit pas les gens comment ça se passe. Ce serait peut-être possible, mais je dirais que ça fausserait la donne.
Parce qu'actuellement, nous avons des gens qui acceptent qu'on fasse ça, mais c'est rare quand même. Parce que la personne à qui je ferai cette consultation n'aura pas les mêmes réactions. Mais si elle une tierce personne, mais l'avantage, c'est qu'elle ne pourrait ne pas le savoir. Ça, je peux pas le faire. Oui. Mais malgré tout... Je parlais d'honnêteté tout à l'heure. Et là, malgré tout, il y a un manque au niveau de l'information, c'est que le public ne sait pas comment ça se passe. Comment se passe une séance? Voilà. Ouais. Alors, c'est un dilemme, parce que je reconnais qu'il y a des problèmes contre, mais il y a du pour et du contre. Mais heureusement qu'il y a quelques astrologues, et quelques clients d'ailleurs, qui sont d'accord pour qu'on voit comment les choses se passent. Mais ça reste quand même, moi je sais que bon, ce milieu astrologique, où on se fréquente, moi je fais 40 ans que je fréquente ce milieu, on parle beaucoup des astrologues, de un tel, mais même entre nous, on ne sait même pas comment travaillent nos collègues. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai que ce serait intéressant. On va juger les gens, voilà la liste, vous voyez, ça va. On juge les gens sur ce qu'ils écrivent, comment ils parlent de l'astrologie, mais on ne les juge pas sur leur travail. La consultation. Non, c'est vrai.